place I call home. It's a feeling I know. There's no place I call home. It's a feeling I know. There's no place I call home. It's a feeling I know. Feel it deep in my bones. As I'm walking alone. Will I ever have enough? I would rather be in uncertainty. 'Cause money can buy me love. How come we don't see what is right in us? No, I can't really let go. I'm still learning to grow. I'm still feeling alone. Walking down the stone roads. There's no place I call home. It's a feeling I know. There's no place I call home. It's a feeling I know. Feel it deep in my bones. As I'm walking alone. There's no place I call home. It's a feeling I know. Feel it deep in my bones. As I'm walking alone. There's no place I call home. It's a feeling I know. Feel it deep in my bones. As I'm walking alone. C'est bon. Micro. On peut y aller? T'es sûr, il est assez proche? Je pense que c'est bon, on nous entend. On nous entend tous les deux? Ok, parfait. Eh ben, bonjour à tous, bonjour en présentiel et bonjour aussi ceux qui sont connectés sur le live. On est sur le FIC 2023, sur le stand de Axience G10. Et on est là pour vous faire une démo technique sur la partie pentest interne et externe chez Axience. L'idée, c'est de vous montrer
ce dont on est capable de faire dans le cadre de nos prestations d'audit cybersécurité, et là, plus particulièrement sur la partie pentest. Pour nous présenter, moi c'est Alexandre Lecomte, je suis ingénieur sécurité chez Axians Arras Lille, et je suis accompagné de Christophe Amiable. Christophe Amiable, je suis référent pour l'équipe sécurité d'Axians Arras Lille. Alors l'agenda de cette présentation, l'idée c'est de commencer par poser quelques notions de base. On va essayer d'être le plus clair possible. On va peut-être prendre quelques raccourcis, donc voilà, désolé pour les personnes les plus techniques présentes, voilà, si on n'est pas ultra précis, mais l'idée c'est que tout le monde comprenne le contexte de la démo. Ensuite, du coup, la démo que Christophe va dérouler, où vous allez voir finalement comment, une technique bien particulière pour attaquer un Active Directory. Ensuite, quelques conseils pour vous protéger, et on terminera sur voilà, vous présenter comment nos offres s'articulent autour de ça et ce qu'on peut vous proposer en termes de prestations de cybersécurité. Pour les personnes qui sont à distance, vous avez la possibilité de poser des questions dans la partie Q et commercial R sur Teams en haut à droite. Du coup, n'hésitez pas à les poser, on n'y répondra pas tout de suite, mais on pourra y répondre à la fin de la démonstration. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas Axians en quelques chiffres, alors donc Axians, société du groupe Vinci, c'est à peu près 14 000 collaborateurs répartis dans 35 pays, avec 3,3 milliards de chiffre d'affaires l'année dernière. Et si on fait un focus en France, on est 4 500, donc nous deux plus 4 498, 110 sites de présence, donc une présence sur tout le territoire métropolitain, et 990 millions de chiffre d'affaires en 2020. Et puisqu'on est à Lille aujourd'hui dans les Hauts-de-France, un petit focus sur notre région. C'est 35 millions d'euros de chiffre d'affaires avec 3 sites de présence, Saint-Laurent-de-Blangy, Lille et Camon, proximité d'Amiens. Alors, le contexte de cette démo, pour ceux qui n'ont pas suivi, qui ont eu la malchance de ne pas vous suivre la démonstration de ce matin. Ce matin, on s'est concentré sur les premières phases d'une cyberattaque classique sur l'entreprise AXSME, c'est-à-dire qu'on a fait toute la partie découverte, recherche sur le web, collecte d'informations. L'idée, c'était de collecter un maximum d'informations pour pouvoir mener une campagne de spear phishing, donc du phishing très très ciblé sur une seule personne, et donc une employée du service marketing d'AXSME, dans le but de récupérer ses credentials Office 365. Donc, la fameuse Christine Chartier. La fameuse Christine Chartier, vous pouvez la chercher sur LinkedIn et vous pouvez l'ajouter, elle sera très contente. Donc on a réussi, voilà, je spoil, on a réussi ce matin à récupérer les credentials de Christine Chartier. On va voir ce qu'on peut en faire, parce que c'est bien beau toute la partie externe, mais maintenant on a envie de rentrer dans le dur, on a envie de rentrer dans le système d'information et d'essayer, pas de tout casser, mais en tout cas d'être un peu les rois du domaine. Donc là, on a récupéré du coup un premier compte utilisateur. Christophe vous expliquera plus en détail, mais l'idée c'est qu'on va déployer une petite machine dans le réseau du système, dans le système d'information d'AXSME, là en interne directement, et on va essayer de rentrer en utilisant différentes techniques, du fuzzing notamment. On va y revenir sur les slides d'après. Du coup, le fuzzing, l'idée donc c'est sur la partie énumération, c'est vraiment sur un service web, mais pas que, mais là on va l'utiliser dans le cas d'un site web, essayer d'identifier un maximum de répertoires, de fichiers, en envoyant de nombreuses requêtes à partir, bien souvent, d'une word list, et en suivant certains patterns. Christophe vous l'expliquera mieux que moi dans le détail juste après. Deuxième outil qu'on va utiliser, c'est Impacket, qui est un framework, un ensemble de scripts Python, qui vont nous permettre de mener des attaques sur le réseau. On va pouvoir, alors ça supporte un grand nombre de protocoles, SMB, RPC, WMI, on va faire on va pouvoir faire plein de choses. Pour l'interaction avec du Windows, notamment. Vraiment ciblé, c'est sûr, en interaction avec du Windows. Et donc, ce qu'on va utiliser dans la suite, on va également aussi utiliser Responder, donc qui est encore un autre outil, troisième outil, qui lui va nous permettre de faire du poisoning, de finalement sur notre machine de l'attaquant avoir un serveur qui va écouter et on va peut-être grâce à ça réussir à intercepter des requêtes et à les analyser. Et vous verrez, ce sera bien plus clair dans la démonstration. Sur le pivoting,
Le pivot, l'idée, c'est de pouvoir, vous avez peut-être souvent entendu parler de mouvements latéraux. C'est un mot à la mode, mais c'est ça en fait, c'est faire du pivot. Donc, je suis sur un pied, je fais du pivot. Si vous avez fait un peu de basket, c'est le même principe. C'est-à-dire que j'essaye de me déplacer dans le système d'information. On sait que parfois, quand on le fait bien, on cloisonne notre système d'information en différentes zones, en différents réseaux, subnets. Et ben, l'idée avec le pivot, c'est qu'à partir d'une machine qui a, par exemple, 2 pads dans 2 réseaux, ou voilà, je vais essayer de passer d'un réseau à l'autre en faisant du pivot. Le Kerberos roasting, c'est l'attaque technique là qu'on va dérouler, mais si on veut être très précis, le Kerberos roasting, c'est pas une attaque en soi, c'est plutôt une série d'attaques, un type d'attaque sur l'Active Directory, comme son l'indique sur le protocole Kerberos. Si vous faites de l'Active Directory ou de l'environnement Windows, vous avez très certainement dû entendre parler de Kerberos. Kerberos, en hommage au chien des enfers. Tout à fait. Qui garde. Voilà, qui garde, voilà, pour ça passer la porte. Et vraiment l'idée du Kerberos, c'est un protocole d'authentification, et ça nous permet finalement de déclarer des droits dans un Active Directory, dans un environnement Active Directory, et puis d'aller les vérifier, ces droits. Et donc pour ça, on va utiliser différents types de notions, de SPN, de délégation, qui vont nous permettre justement de déléguer des droits à un utilisateur. Et c'est finalement grâce à cette délégation qu'on va pouvoir dérouler cette attaque de Kerberos roasting. On va parler un peu de tickets aussi, de TGS, de TGT, parce qu'on ne peut pas parler de Kerberos roasting sans parler de tickets. Et je laisse la parole à Christophe. Alors, donc pour ceux qui étaient là ce matin, donc on s'était arrêté à la phase numéro 3 et on a dit que les joyeusetés allaient commencer à la phase numéro 4. À partir du moment où on doit gagner l'accès justement sur une infrastructure, c'est là où on commence à rigoler. Et là, on va utiliser différentes notions. Donc on en a vu quelques-unes. Lorsqu'on va parler de broken authentication, c'est casser les authentifications auxquelles on va avoir à faire face. La partie pivot qui a été expliquée par Alexandre, et on va finir par la partie Kerberos roasting qui normalement va nous permettre de devenir le roi de la forêt, si on reprend. On va essayer. Très rapidement, on l'avait vu tout à l'heure, mais là on reprend juste simplement nos offres, ce qu'on a vu ce matin, la partie audit d'exposition et vulnérabilité qui concerne essentiellement les 3 premières phases. Et nous, on va se concentrer sur notre modèle de pentest interne, externe ou pentest dédié sur la partie applicatif, avec toujours l'aspect sensibilisation et formation IT qui englobe bien entendu l'ensemble des 6 phases. On va présenter très rapidement, juste pour vous donner du contexte, le réseau de l'entreprise qu'on va attaquer. Donc, l'entreprise se compose d'un LAN, donc d'un réseau LAN, d'un réseau serveur, d'un réseau DMZ et d'un réseau de management. Il y a également la partie WAN qui est représentée ici par le 192.168.201.0 sur lequel donc un firewall est mis en place et on a, comme vous le voyez ici, ce qu'on appelle le C2C, donc notre centre de command and control qu'on utilise, qui est habituellement hébergé soit sur notre infrastructure ou pour des besoins X ou Y en fonction de la localisation sur de l'AWS, du GCP ou autre. Voilà, c'est notre centre de commande qui va nous permettre de tout piloter à distance. On reviendra sur le petit schéma pour redonner du contexte. Et je trouve qu'on a beaucoup parlé, je pense qu'on va passer à l'action tout de suite. Alors, pour redonner encore une fois du contexte, on avait réussi à avoir les identifiants de Madame Chartier. Par contre, l'équipe IT a très bien réagi et les identifiants avaient déjà été changés. Hop. Je vais mettre en plein écran. Alors, ouais, je vais me mettre en plein écran. Nickel. Ça sera peut-être plus lisible. Ouais, on verra mieux. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Là, on va se baser dans le postulat suivant. On va réaliser un pentest interne. Alors, pour des raisons X ou Y, c'est qu'on a certains de nos confrères qui vont dire on va se connecter en VPN pour simuler un pentest interne. Voilà, si je dois réaliser à distance, si je n'ai pas moyen de me déplacer. Nous, on va prendre un autre parti. On utilise, alors vous ne pouvez pas le voir malheureusement à la caméra, il est tout petit, on n'a pas 4G, des petits Raspberry. Et c'est ce Raspberry, on va aller donc le mettre physiquement à l'intérieur de l'infrastructure du client. Et une fois qu'il est mis en place à l'intérieur de l'infrastructure, on va voir si ce Raspberry arrive à communiquer avec notre centre de command and control. Pourquoi? Déjà, ça nous permet aussi de valider un autre point très important pour nos clients, c'est la porosité de son réseau entre son LAN et ses communications avec Internet. Je pense que vous êtes tous au fait de la partie ransomware. Les ransomware, s'ils n'ont pas accès à Internet, la plupart ne se déclenchent pas. Il faut se connecter au centre de command and control, bien souvent télécharger un payload ou alors aller chercher ces clés justement de chiffrement. Donc si cette partie-là, voilà, c'est un des leviers qu'on peut tirer pour pouvoir empêcher une cyberattaque. Donc nous, notre Raspberry, on va le mettre en place à l'intérieur du réseau
Et étant donné que depuis Internet, j'ai pas de règle de NAT ou autre qui m'autorise à aller sur mon Raspberry, mon but va être très simple, va être de demander au Raspberry d'aller venir se connecter en utilisant différentes méthodes, justement, qui sont utilisées pour les malwares ou autres. Il va venir se connecter sur mon centre de command and control et normalement, si tout se passe bien, depuis mon centre de command and control, je rebondis à l'intérieur de mon Raspberry et depuis Internet, je suis comme si j'étais à l'intérieur du réseau du client. Donc pour ça, le Raspberry, on vient le brancher et donc il y a différents crons et différentes méthodes qui sont réalisées. On va pouvoir parler, pour ceux qui connaissent, de DNS2CAT par exemple, pour essayer de faire de l'évasion à l'intérieur des flux DNS. On va ici voir la partie SSH, Reverse Port Forward. C'est ce qu'on va utiliser ici. On va utiliser du Chisel aussi, juste après, du SOCAT ou autre. On a environ une dizaine de méthodes pour tenter l'évasion. Et à l'intérieur, on va tester différents ports et différentes IP. Pour montrer très rapidement le script qu'on va utiliser ici, c'est un script de Reverse Connection SSH qui va venir se connecter sur une liste de ports qu'on va lui mettre au préalable et une liste d'IP qu'on va lui mettre au préalable. Donc normalement, il est déjà lancé parce qu'on le met justement dans la partie cron tab. Donc je vais juste aller, bon, il est déjà lancé ici. Est-ce que je le kill pour montrer? Bon, je vais peut-être le killer pour montrer. C'est toi qui vois. Je vais tuer rapidement le process parce qu'il se lance justement toutes les minutes pour nous permettre de ne pas avoir à nous connecter sur le Raspberry. Et je vais juste faire ça. J'en ai pour 2 secondes. Donc là, l'idée, c'est qu'on a branché le petit équipement sur le réseau de l'entreprise. Et donc là, on essaie de récupérer une communication. Le script va venir se connecter. Donc là, on est d'accord que c'est uniquement des connexions sortantes. Le Raspberry tente d'aller sur Internet. Donc là, on voit déjà qu'on va pouvoir tester plusieurs choses, c'est le client. Là, en l'occurrence, je fais du SSH. Est-ce que le client a un filtrage URL? Ou est-ce que mon URL est vu comme une URL malveillante? Est-ce qu'il fait de la reconnaissance applicative? Ou est-ce qu'il autorise HTTP, HTTPS? S'il autorise HTTPS, moi SSH sur le port 443, si c'est uniquement du protocole, il passera sans problème. Et ensuite, est-ce qu'il fait du déchiffrement SSL? Potentiellement, j'ai une autre méthode qui s'appelle le SSF. Tous les flux sont encapsulés à l'intérieur du SSL. C'est complètement transparent pour les firewalls s'il y a du déchiffrement. S'il n'y a pas de déchiffrement, pardon. Donc là, je vois qu'en effet, sur le port 443, il y a quelque chose qui s'est passé. Donc là, je vais aller sur mon centre de command and control et je vais me connecter sur, donc là, vous voyez bien ici, je me connecte sur mon localhost, donc sur ma machine, sur Internet, mais sur un port bien particulier. Encore une fois, c'est du reverse port forward sur la partie SSH. Et je me connecte toujours avec une clé RSA pour plus de sécurité. Et là, on voit que sur mon Raspberry, ça s'est activé. Et là, je suis connecté depuis Internet sur le Raspberry, directement. Et là, je peux très facilement valider. Voilà, je suis bien sur le Raspberry qui est à l'intérieur de l'infrastructure du client. Là, en effet, il y a encore beaucoup d'étapes, bien entendu, à passer, mais je vais essayer d'accélérer un petit peu, puis je vais aller directement, bien entendu, là où je sais que je dois aller. Je vais faire très rapidement un petit Nmap. Moi, je connais le réseau. Je vais cibler le 198, le réseau du client. Donc là, je fais un -SN. Je vais éviter de faire trop de bruit. En gros, le SN, c'est équivalent à un ping. Je vais pinguer l'ensemble du réseau en slash24. Ah, j'ai des premières machines qui m'ont répondu. Je vais faire pareil. Donc là, il faut bien imaginer que c'est le Raspberry qui envoie l'ensemble des commandes, parce que je suis connecté directement dessus. Et là, j'ai encore d'autres choses qui m'ont répondu sur le serveur. Bah, le 253, il m'intéresse. Je vais aller encore une fois un petit peu plus loin. Et je vais toujours utiliser Nmap. Je vais utiliser la partie NSE, donc Nmap Script Engine, et je vais aussi lui demander avec le paramètre SV d'aller me donner plus d'informations sur les services qui sont hébergés derrière le point. J'ai mis le point 10 et c'est le point 253 que je voulais. C'est en 198. 198.253. Je vais aller voir un petit peu ce qui tourne derrière. Normalement, ça va aller relativement vite. Je vois que j'ai du 80. Bon, j'ai pas encore accès à une interface web. Je suis sur un Raspberry. Pour l'instant, je suis assez limité. Bon, je vais faire rapidement un petit curl sur cette partie-là. Bon, je vois que j'ai simplement un titre, j'ai un head. Bon, là, je vais utiliser les techniques de fuzzing qu'Alexandre a présentées juste avant. C'est-à-dire, je vais aller demander au point 253, je vais utiliser une liste de mots
et il va chercher à contacter l'ensemble de cette liste de mots. Pour cela, je peux utiliser différents outils. Moi, je vais utiliser Fuff. On peut utiliser du Jarbuster, du GoBuster, pour ceux qui connaissent. Par affinité, j'utilise Fuff. Et qu'est-ce que je lui dis? Je lui dis quelque chose de très simple. Tu vas chercher une word list que je connais. On utilise principalement les Checklist Master, que vous pouvez trouver gratuitement sur GitHub. Et je lui demande de me mettre un mot-clé qui est fuzz et d'aller remplacer chacun des mots de cette word list après l'URL de connexion. Et donc là, je vais le lancer. Bon, je vois que mon filtre, il n'est pas top parce qu'il me renvoie aussi des pages d'erreur 403. Et je vois qu'à chaque fois, j'ai 20 mots. Je fais, bon, bah, je vais simplement rajouter un petit filtre. Je vais dire, bon, bah voilà, là, tu m'enlèves également les pages qui ont plus de 20 mots. Et là, je commence à avoir un retour un petit peu plus cohérent. Là, j'ai une page de login qui apparaît. Voilà, j'ai un statut 200. Ça commence à être sympa. Bon, là, par contre, je ne suis pas un pro de l'HTML ou du PHP et j'aimerais vraiment bien avoir une interface web. Par contre, mon Raspberry, il ne peut pas potentiellement faire... je peux pas lui demander de me lancer un Firefox parce que je suis connecté uniquement à SSH. Et c'est là où l'aspect pivot va encore rentrer en jeu. Et je vais utiliser une seconde technique qui, elle, va être un petit peu plus souple, qui va me permettre de faire ce qu'on appelle du proxy SOX, SOX 4 ou SOX 5. Et ainsi, à l'image d'un proxy web que vous avez dans lequel vous envoyez les flux, moi je vais utiliser cette partie proxy SOC pour demander à mon centre de command and control de créer un tunnel et d'aller, par le biais du Raspberry, de l'utiliser comme rebond pour pivoter à l'intérieur de l'entreprise. Par contre, j'ai encore un petit souci, j'ai oublié de mettre Chisel sur le Raspberry. Ça tombe bien, on dirait que ça a été fait exprès. Hein. Je l'ai, comme on le voit ici, sur mon centre de command and control. Il est juste là. Je vais aller chercher l'architecture ARM pour la partie Raspberry. Elle est juste ici. Et je vais très rapidement démarrer un service web sur mon centre de command and control qui, lui, est hébergé sur Internet. Et là, encore une fois, la seule chose qui peut m'arrêter, c'est le filtrage URL s'il est bien fait. Je vais faire un wget dessus. Apparemment, le filtrage URL, il ne m'a pas empêché. Chisel est arrivé sur mon PC. Ça tombe bien. J'ai beaucoup de Chisel déjà qui sont arrivés. Je vais arrêter mon service web. Et encore une fois, moi, mon but est d'initier une connexion depuis chez le client vers l'extérieur et de créer un tunnel qui sera, lui, bidirectionnel. Donc, je vais mettre mon serveur de command and control qui est sur Internet en mode serveur, sur un port particulier que je choisirai au fur et à mesure. Pardon, hop, je suis sur la partie AMD, donc ARM. Ça va être un petit peu plus compliqué de faire de l'ARM sur mon centre de command and control. Je le lance en mode serveur et sur mon Chisel, sur mon Raspberry, pardon, je vais le lancer en mode client en lui demandant simplement de se connecter sur mon centre de command and control sur un port particulier et je vais lui demander de faire du SOC. Voilà. Donc là, encore une fois, hein, le but est d'initier la connexion depuis chez le client. Bon, par contre, j'ai mis en place la partie SOC, c'est bien, hein, mais concrètement, à quoi ça va me servir? Là, je vais essayer d'aller sur une page web. La 253, c'était login.php de mémoire. Là, on voit que ça ne fonctionne pas. Et ben, je vais, à la même façon qu'on utilise un proxy web, je vais demander à utiliser mon proxy qui va me permettre de faire du pivot, qui est Chisel. Je vais le mettre en place. Et là, en étant directement depuis Internet, j'utilise les flux qui sont encapsulés entre mon Raspberry et mon centre de command and control. Et ainsi, j'arrive directement sur la page de login qui est à l'intérieur de l'infrastructure du client. Voilà, je vois que j'ai une page, j'arrive sur un printer. J'essaye les mots de passe par défaut, admin. Bon, ça ne fonctionne pas. Alors, c'est là que l'aspect qu'on a vu tout à l'heure, l'aspect Broken Authentication, va rentrer en jeu. Le but est aussi de démystifier un petit peu justement toute cette partie-là et de dire concrètement comment est-ce que ça fonctionne dans une grande majorité des cas. Le but, c'est encore une fois, ça peut s'apparenter à du fuzzing également. Je vais utiliser une word list de mots connus, pour ceux qui connaissent RockU, les XATO, et je vais demander à mon Raspberry d'essayer une quantité faramineuse de login mot de passe dans un temps le plus réduit possible. Par contre, j'ai besoin de savoir comment se construit justement cette interaction et comment le login se passe.
Le login, vous allez le voir, est très simple. Je pourrais simplement lire le code source, mais il fallait que je monte Burp, alors j'ai préféré le lancer quand même pour faire bien. Donc ici, je mets Burp en mode proxy. Je demande, oh, j'ai oublié un petit truc qui va faire en sorte que ça ne fonctionne pas. Je dois lancer Burp en mode proxy chain pour qu'il se base également sur Chisel, parce que Burp va devoir renvoyer les informations à l'intérieur du tunnel. Pareil, donc là, Avec le proxy chain, ça permet de repasser finalement par le Raspberry, ou en tout cas par le tunnel C'est ça. SSH qui a été fait entre la machine de Christophe, attaquante le C2 et le Raspberry, pour proxifier les flux tout simplement. voilà, il est lancé. Je le mets en mode interception. Je vais sur mon navigateur. Cette fois-ci, je demande d'aller à Burp, d'aller sur Burp, et je demande de faire. Alors, je vais juste mettre des mots-clés que je connais. Je vais mettre user, hop, test et user pass. Je mets ça par habitude. Je demande une page de login. Mon proxy sur mon PC a bien intercepté la trame. Et là, je suis en mesure de mener une attaque. Pourquoi? Je connais le mode par laquelle l'authentification va passer, c'est un post. Je connais la page web qui va être appelée. Je connais le format dans lequel les identifiants sont passés. Bah là, j'ai 90% du travail qui est fait. Je me remets sur mon Raspberry. Encore une fois, par commodité, je vais utiliser Hydra. La commande, vous la voyez juste ici. Je me suis renseigné sur le printer, je sais que le login par défaut, c'est admin. Donc je pars encore une fois du postulat de base que la personne ne l'a pas changé. Si la personne aurait changé le login admin, jamais mon attaque ici aurait réussi. Et si le mot de passe est complexe, en aucun cas, mon attaque ne va réussir. Encore une fois, c'est pas de la magie. C'est uniquement de l'informatique. Et ici, donc, je fais appel à ma wordlist, je demande d'aller attaquer le point 253, je lui dis de faire du post, et ici j'ai trois paramètres qui sont simplement la page en login.php, que vous voyez là, la fonction, donc username égale, ici c'est les mots-clés user et pass, et ensuite, pour qu'Hydra comprenne, parce que Hydra il ne sait pas si j'ai réussi à me loguer ou pas, ici je lui passe simplement un paramètre qui va être, si tu ne trouves pas ce paramètre dans la page, c'est que tu as réussi à te connecter. Et moi, dans ma page ici, j'ai please login. Or, si j'ai réussi à me connecter, normalement, le please login ne va plus apparaître. Donc, je vais lancer l'attaque. L'attaque, volontairement, a été quand même assez rapide. Mais à mon avis, c'est encore un coup de Christine. Je crois que c'était une grande romantique. Il y a le view, voilà. C'est facile d'attaquer Christine. Voilà. Pourtant. Pauvre Christine. Je vais me remettre sur Sudal et je vais essayer de me connecter. Admin. Et I love you. C'était pas pour toi. Non, c'est sympa, merci. T'as encore le burp d'activer, je crois. Non, je me suis mis sur Chisel. Ah, T'as fait tomber le serveur, bravo. Oh non. Voilà. Ça y est. Les gros doigts, ça arrive. Donc là, je vois que je suis sur un printer. Donc jusque-là, rien de folichon. Oh, on dit, ouais, bah, ça reste un printer. Et je vais sur la partie networking et là j'ai un truc qui m'interpelle. Vous savez que de plus en plus, et je pense que c'est commun, les imprimantes ou autres vont être connectées à la partie LDAP, donc la partie Active Directory, pour différents besoins, l'authentification sur la machine, peut-être de la GED, du scan to mail ou encore, voilà. Par contre, bon, bah là j'ai le mot de passe, bah, je suis pas prêt de l'avoir. On sait que c'est du PHP, c'est interprété derrière et jamais j'arriverai à l'avoir. Par contre, j'ai le serveur LDAP qui est ici, qui est le 199.10. Et là, encore une fois, je vais essayer de ruser et je vais me dire, je sais que sur la partie LDAP, donc qui est sur le port 389, si jamais j'ai une demande, donc un bind qui est fait sur mon LDAP, si c'est sur du LDAP classique, l'authentification passera obligatoirement en clair. Si je ne fais pas de LDAP, donc sur le 636, l'authentification passera en clair. Donc là, je pense que vous vous rappelez de ce que Alexandre a dit. On parlait de responder tout à l'heure. Ben, je vais lancer un responder sur mon Raspberry. Je ne connais plus l'adresse IP du Raspberry, je vais quand même aller vérifier. Il est en .NIS. Voilà, je vais lancer un responder sur mon interface ETH0. Le responder lance énormément, il a énormément de fonctionnalités. J'ai un serveur web qui s'est mis en place. Je peux également faire du poisoning pour les WPAD, sur toute la partie proxy, c'est une possibilité. Et ce qui m'intéresse ici, c'est la partie LDAP serveur. Là, j'ai un petit serveur LDAP qui a démarré. Et là, je vois que j'ai un bouton de test de connexion. J'étais bien en .NIS. Je vais aller vérifier. Ouais, je suis en .NIS. Et là, je vais lui dire, bah, tu vas venir faire un test de connexion. Ce qu'on voit souvent chez plein d'autres constructeurs, même des constructeurs de firewall ou autres, pour faire justement un test de connexion pour valider
que l'authentifiant, que l'identifiant qu'on met à l'intérieur arrive bien à aller binder le LDAP. Et là, je vais faire un test de connexion. Ah, et là, étant donné qu'il n'y a pas de LDAPS, le mot de passe arrive obligatoirement en clair à l'intérieur du serveur LDAP puisque c'est uniquement un bind. Donc là, j'ai réussi donc, si on reprend l'ensemble de la chaîne, je pense que vous voyez qui se déroule sur cette partie-là. J'ai récupéré un username et un mot de passe. Et là, on va arriver justement sur la partie user, le fameux Kerberos hosting, sur la partie SPN. Alexandre l'a expliqué tout à l'heure. Hein. Potentiellement, j'ai un compte du domaine et un mot de passe. Dans la logique de Kerberos, tout le monde est en mesure d'aller demander un TGS. C'est le principe, tout le monde a le droit d'aller demander à partir du moment où il fait partie du domaine. Donc, le but du SPN est d'aller demander un TGS et de voir les SPN qui sont actifs sur l'Active Directory. Alors, non, c'est IM Packet. Donc le TGS, c'est un ticket. Voyez-le comme un ticket de métro qui nous permet d'accéder à un service. TGS pour Ticket Granting Service. Donc un service, ça peut être une base de données, un site web, voilà, une du application, CIFS, voilà, un partage de fichiers. Et donc là, je vais simplement déjà aller vérifier hein, que mon SVC printer, il a bien le droit d'aller sur l'AD. Donc là, je fais un get user SPN sur l'Active Directory. Ok. Et là, je vais peut-être le mettre un petit peu plus grand. Parce que là, je vais rester concentré là-dessus. Je vais refaire la commande. Pour que c'est un peu plus lisible. Là, on voit. On voit mieux? Ouais, on voit mieux. Pardon. Et là, je vois qu'en effet, j'ai un SPN qui a été configuré pour la partie CIFS, donc partage de fichiers. Et ce qui est fait des fois dans les entreprises, hein, c'est pour des raisons de commodité ou à un instant T, j'ai un utilisateur du domaine qui est A.Fritz et qui est en plus membre du groupe administrateur de l'entreprise. Là, donc une fois que j'ai cette information-là, je vais toujours utiliser, on le voit, hein, c'est simplement une librairie Python de la suite IM Packet. Je vais aller faire un request pour aller chercher un fameux TGS. Et pourquoi c'est dangereux? Ce TGS est obligatoirement chiffré avec le hash du mot de passe du compte depuis lequel la délégation Kerberos, donc ici on est sur la délégation contrainte, puisqu'on est sur un service en particulier, à partir du moment où ça a été lancé, je peux donc récupérer le TGS. Il faut juste être bon en copier-coller. Voilà, jusque-là normalement, bah après si jamais j'y arrive pas, je vais pas le faire. On va espérer que ça marche. Donc là j'ai récupéré le fameux TGS. Le but va être ce qu'on va appeler du crack offline. Là, je vais lancer sur le Raspberry, mais le but est de récupérer, de rapatrier cette information-là sur mon centre de command and control qui a bien plus de puissance de calcul pour aller beaucoup plus vite. Mais bon, là, mon flair me dit que ça va pas être trop long. Et donc là, j'utilise H4, je pourrais utiliser John hein, pour les deux plus connus. Et là, je vais lancer une tentative de crack du mot de passe sur le fameux TGS qu'on a trouvé. Normalement, ça va aller relativement vite. Alors, bien entendu, hein, encore une fois, hein, c'est que là, tout se passe bien, hein, les étoiles sont bien alignées. Bon, le but de la démo est que ça réussisse, hein, bien entendu, mais j'aurais pu être bloqué à énormément de points. La partie SPN qui n'est pas bien configurée, le compte qui est en plus administrateur de l'entreprise, et en plus, on le voit ici, si jamais le mot de passe aurait été fort, jamais H4 n'aurait réussi à trouver le mot de passe, ou alors j'aurais dû faire un mode hybride avec des rules et autres, avec potentiellement une réussite qui aurait été proche de 0 si on aurait réussi à avoir un mot de passe de plus de 16 caractères avec voilà, du spécial. Donc là, j'ai réussi à retrouver ces informations-là. Et je vais essayer de rester un petit peu sous les radars. Et je vais d'abord utiliser encore un outil d'IM Packet hein, qui est CrackMapExec. Et ici, je vais aller interroger les droits que j'ai sur l'Active Directory avec le fameux compte A.Fritz que je viens de retrouver. Là, on a typiquement trouvé hein, le mot de passe d'un compte administrateur du domaine. C'est ça. Puisqu'il était pas mal. Le compte utilisateur est membre du groupe administrateur du domaine. Je vais aller interroger les shares. Okay, voilà, j'ai les droits en lecture, en écriture sur le share admin. Normalement, et là, c'est vrai qu'on pourrait se dire,
Hop. Pardon. On pourrait se dire que, étant donné que je suis pas sur un Windows, je vais avoir des possibilités limitées, mais merde, j'ai un trou de mémoire. Non. Hop. Je peux également faire simplement un SMB client, donc me connecter au share admin auquel j'ai accès avec Fritz. Je vais avoir ce qu'on va appeler un shell semi-interactif, hein, puisque je ne parle C'est pas le bon mot de passe. C'est Larry35. Je l'ai craqué dans ma tête et je l'ai retrouvé. T'as été très rapide. Ouais, ouais. T'as été très rapide. Donc voilà, là je suis connecté sur le partage, donc j'ai pas encore de shell semi-interactif. Par contre, sur mon Nmap, j'ai vu qu'il y avait la partie WMI, donc non, plutôt la partie RPC qui est possible. Et ben j'ai également un outil pour me connecter en WMI sur l'Active Directory. Le WMI qui est quand même assez souvent activé sur les Active Directory. Et là, je suis connecté avec le WMI exec. Je pourrais continuer à présenter d'autres outils, hein, mais on en aura encore pour 1 heure. Par contre, il y a encore un truc qui m'intéresserait. J'ai encore envie d'avoir un peu plus d'emprise à l'intérieur de l'infrastructure et ou pour des raisons de commodité, je veux me connecter en RDP. Mais encore une fois, je n'ai pas accès au RDP depuis ma Raspberry, mais encore une fois, depuis mon centre de command and control. Hop, si on peut redézoomer. Ouais. Je me mets en haut. C'est bon. Et je vais simplement faire du RDP à l'intérieur de mon proxy chain. Donc si j'essaye de le lancer sans proxy chain, bien entendu, il n'y aura absolument rien qui va se passer, puisqu'il ne le connaît, enfin, il n'arrivera pas à le joindre. Du coup, je vais demander à mon centre de command and control sur Internet de me faire un proxy chain sur la partie X-Ray RDP. Et je suis arrivé. Oh, je suis arrivé à l'intérieur de l'Active Directory et normalement, hop, j'ai des gros doigts. Normalement, ça me semble pas trop mal. Je suis donc bien dans la partie administrateur. Quand je fais un wami/group, je vais le mettre un petit peu plus grand. Et je suis connecté avec le compte de Monsieur Fritz. Donc là, dans une logique, si je veux continuer à suivre les différentes étapes, ben, je vais aller me créer un utilisateur, étant donné que je suis administrateur du domaine. Je vais aller me créer un administrateur dans l'aspect, je vais me mettre dans la direction. Je vais me créer un utilisateur. C'est Christine Chartier qui se venge, c'est ça, de ce Christine matin 2, on vous appelle ouais, Christine 2, par exemple. Voilà, bon, bien entendu, je pense qu'on ne s'appellera pas matin. hacker hein, dans le. On va plutôt Ouais, mettre si on Axios, veut rester discret, c'est peut-être pas terrible. Voilà. Mais... Axios, on va dire que. Ouais, super. Ouais, wow. Le mot de passe, on va en mettre un. Et après, je vais mettre administrateur du domaine. Pof, pof. Là, tu peux même utiliser les outils graphiques, c'est quand même plus sympa. Oui, après, les scripts PowerShell le font très bien aussi, hein, pour les plain as force et autres. Hein. Ouais. C'était plus pour montrer qu'on pouvait également se connecter en pour RDP. faire le malin. Voilà. Ouais. Et voilà. Et donc là, la dernière étape dans l'aspect clean-up, bien entendu, ce serait d'aller dans l'ensemble des journaux d'événements et d'effacer les journaux d'événements et de désactiver, bien entendu, les logs pour certains types d'événements et notamment pour mes connexions. Et à partir du moment où je suis arrivé là, potentiellement, je peux rester en place relativement longtemps à l'intérieur de l'entreprise. Et on est arrivé, je pense, à la fin de cette démonstration. Et on va aller sur... Et on respecte le timing. Je pense qu'on n'est pas trop mal. Je reprends? Ouais, vas-y, vas-y. Donc, on a vu différentes méthodologies d'attaque. Hein. Encore une fois, comme j'ai dit, les étoiles se sont bien alignées, mais il y a énormément de points où j'aurais pu être bloqué. On a parlé filtrage d'URL, on a parlé reconnaissance applicative, on a parlé déchiffrement SSL, on a parlé gestion des mots de passe, gestion de la partie Kerberos, même la mise en place d'une solution de NAC. Hein, on a été branché le Raspberry. Potentiellement, il n'y a eu aucun contrôle qui a été fait a posteriori sur le réseau pour savoir si notre équipement était autorisé ou non à se connecter à l'intérieur du réseau du client. L'aspect de l'est privilège, hein, donc
on va plus être sur une politique globale, hein, qui est la politique donc, du moindre privilège, où si une personne n'a pas besoin d'accéder à quelque chose, elle n'a pas à y avoir accès. Et elle doit avoir les privilèges les plus restreints possibles. La configuration du LDAP, c'est vrai que alors, tout le monde n'est peut-être pas forcément au courant, hein, justement, ces fameux binds de LDAP passent en clair sur le réseau, mais c'est un fait et on voit qu'avec un équipement connecté à l'intérieur du réseau, c'est très facile d'intercepter ces trames. Surveiller les journaux d'événements, hein, bien entendu, plus sur l'aspect SOC, sur cette partie-là, et toujours au cœur des préoccupations des équipes IT, l'éducation et la sensibilisation des équipes et des utilisateurs de l'entreprise. Tu vas reprendre ou Continue, vas-y. C'est parti. Je redis madame, et après les personnes n'étaient pas là. Encore une fois, le risque hein, de l'ensemble de ce qu'on a vu, on a obligatoirement des menaces, des actifs et des vulnérabilités. Les menaces, on va avoir très peu de leviers pour jouer dessus, on ne peut pas empêcher les gens de vous menacer. Les actifs, on voit qu'il y a de plus en plus de périphériques connectés. Par contre, les vulnérabilités et l'ensemble des vulnérabilités qu'on a vues là, on voit que si on arrive à lever assez de leviers, potentiellement, le risque va de façon inhérente diminuer avec la vulnérabilité. Et ce qu'on a vu ce matin et tout à l'heure, bien entendu, on peut vous accompagner en fonction des modèles sur l'aspect pentest, hein, aussi bien donc, interne que externe. Le paradigme qu'on a vu ici, hein, qui regroupe aussi peut-être un petit peu d'intrusion physique, peut être changé. On s'adapte à différentes formules et autour de ça, hein, l'aspect formation, aussi bien pour les équipes IT sur les différentes méthodes d'attaque que sensibilisation des utilisateurs standards. Ça, c'est la slide récapitulative voilà. qui annonce la fin de la démo. Donc, ouais, n'hésitez pas, si vous avez des questions sur les accompagnements qu'on peut proposer, on est là sur le stand G10. Sachez aussi que sur tous les mécanismes de protection, bien sûr, Axians, on intègre aussi des solutions de sécurité. On ne fait pas que tout casser, on protège aussi. Du coup, voilà, mise en place de chiffrement SSL, de protection périmétrique, c'est des choses aussi qu'on sait faire et que nos équipes savent faire. Tout à fait. Donc, voilà. Notre connaissance des deux mondes permet d'avoir une vue un peu plus globale des fois sur cette partie-là. Et je pense qu'il nous reste à remercier tout le monde. Oui. Je ne sais pas s'il y a des questions. Je sais pas si, parce que j'ai pas la vue sur les questions, mais non, il n'y a pas de. Il n'y a pas de questions. C'est parfait. Il y a des questions ici autour du stand. Non. Je pense que c'était clair. Ouais, c'est pas grave. Ouais, ils ont peur maintenant. Ouais. Ouais. Alors oui, mais le brute force Burp est possible, mais avec la licence communautaire, c'est très très lent. Il faut avoir la version pro pour réussir à passer dessus. Et quoi qu'il arrive, bon, on se rebase sur une interface, mais Hydra a plus de rapidité, surtout qu'on était directement depuis le Raspberry. Si on le lançait depuis le Burp, ça veut dire que toutes nos trames passaient à l'intérieur du chisel, mais c'est tout à fait possible, hein, bien sûr. C'est tout à fait possible. On peut aller la remplacer. Oui, la question pour ceux qui n'ont pas entendu, du coup, portait sur. On a utilisé en fait à la fois Burp pour analyser les requêtes entre le PC et puis le serveur d'impression, enfin la page web du serveur d'impression. On a utilisé Hydra, on a utilisé Burp et donc Hydra pour la partie brute force. Et la question c'était est-ce qu'on pouvait aussi utiliser Burp pour faire du brute force? La réponse, vous l'avez eu par Christophe. Tout à fait. Oui. Auraient été installés sur l'infrastructure auraient détecté en partie les actions qui ont été faites. Bien entendu, après tout va dépendre des. La qualité du SOC, c'est ce que tu allais dire, non? Tout va dépendre de la qualité du SOC, bien entendu, et tout va dépendre des seuils et du temps qu'on a. Potentiellement, c'est qu'on a été relativement vite. Hein, on a lancé une attaque qui faisait relativement beaucoup de bruit. On peut essayer de passer le plus possible en dessous des radars et tout va dépendre aussi de la réactivité du SOC et des seuils qui ont été mis en fonction d'un fonctionnement normal de l'entreprise et de dire ouais là je commence à corréler l'ensemble des informations et là il y a vraiment un truc de pas normal qui s'est passé. Mais bien entendu un SOC est de toute façon
quasiment un must-have maintenant en fonction de la taille des entreprises pour repérer justement l'ensemble de ces petits signaux faibles pour réussir à les détecter. Et Assurance dispose bien entendu aussi d'une offre SOC sur cette partie-là que bien entendu on pourra reparler plus tard. Ouais, et là, ce qui aurait pu aussi aider, c'est un audit de l'Active Directory, parce que la vulnérabilité qu'on a exploitée, c'est vraiment une mauvaise configuration de l'AD. Et donc, un outil, je ne vais pas en citer, mais il y en a plein, des outils d'audit d'Active Directory aussi, aurait pu aussi nous aider à, je dirais, avant qu'on puisse l'exploiter, à corriger cette petite faille, quoi. Tout à fait. Super. Merci à vous. Merci pour les personnes à distance et merci pour les personnes sur place. C'est ça.